Bonjour à toutes et à tous. La saison 2024 est partie et Vélo Podcast vous propose un premier épisode consacré à l'un des dossiers chauds de l'hiver, la fusion avortée entre la Soudal Quick-Step et la Jumbo-Visma. Souvenez-vous, en fin de saison dernière, à l'automne, la rumeur du rachat de l'équipe de Patrick Lefevere enfle. Alaphilippe et Evenepoel vont-ils se retrouver sous le même maillot que Van Aert et Vingegaard? Les théories enflent. Un mail du boss belge destiné aux salariés de la Soudal Quick-Step fuite. Les champions du monde de son effectif font part de leur incompréhension. De son côté, la Jumbo-Visma est en quête d'un nouveau partenaire. La marque Jumbo se retire, l'affaire prend des proportions inattendues en quelques jours et se dégonfle aussitôt lors du dernier gros week-end de la saison marqué par le Tour de Lombardie. Quelques jours après, nous enregistrons un entretien avec Eric Clovio, journaliste pour le quotidien belge Le Soir pour en savoir plus. Cet entretien est à vous, bon podcast. Allez mon grand! Attaque de Vingegaard, Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte, Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, la fusion Jumbo Quick-Step, FP, on va en faire une partie entière avec un invité. On va aller, FP, de la Suisse à la Belgique pour accueillir Eric Clovio, journaliste pour le groupe Recette Sport, Sudinfo, Le Soir notamment. Bonsoir Eric. Bonjour Eric. Bonjour à tous, heureux d'être parmi vous. Eh oui, Le Soir, donc je dis bonsoir, tu vois, c'est l'habitude tout de suite, hop, je me mets à l'heure belge, tu vois. Merci beaucoup Eric d'être avec nous. Voilà, on t'a invité parce qu'on voulait parler de cette fusion finalement avortée de cette Jumbo Quick-Step. Bon, ça a secoué pas mal le monde du peloton. On aimerait en fait avoir un peu l'avis, un peu la vision du dossier côté belge, parce que j'imagine quand même, Eric, que ça a secoué un peu là-bas du côté de nos amis wallons-flamands. Oui, c'est clair que ça a créé un vif émoi quand les informations du site spécialisé néerlandais Wielerflits sont sortis il y a une petite quinzaine de jours. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans le World Tour. Différentes équipes du top étaient entourées d'un halo d'interrogations. On parlait d'Ineos, on parlait de Movistar et de Soudal Quick-Step, puisque Soudal est quand même le sponsor principal à côté du sponsor historique Quick-Step. Et on savait par exemple qu'il y avait eu des approches de l'équipe Soudal Quick-Step par un investisseur américain il y a quelques mois. Ça avait été confirmé par Patrick Lefevere il y a quelques semaines dans ses rubriques dans les journaux néerlandophones, mais c'était des avances qui avaient visiblement été repoussées. Bacala, qui est le principal propriétaire de l'équipe, 80% des parts de l'équipe, 20% pour Lefevere, 80% pour Bacala. Bacala n'était visiblement pas intéressé à ce moment-là et donc avait fait un peu traîner les choses. Donc on en était resté là, mais on sentait bien que l'équipe Soudal Quick-Step arrivait tout doucement à la fin d'une histoire, parce que Patrick Lefevere est âgé de 68 ans, tout doucement pense à passer la main, ou cherche en tout cas cherche depuis plusieurs années la meilleure manière d'assurer la transition et de s'en aller de belle manière. Et donc on sentait bien que quelque chose se négociait, avec la présence évidemment, ou l'omniprésence de Remco Evenepoel au milieu de chacun des projets. Et puis a surgi cette bombe, a explosé cette bombe, même la déflagration était assez importante. Visiblement les coureurs, le staff, les membres de l'équipe, de l'entourage n'étaient absolument pas au courant, et petit à petit les informations se sont confirmées. Il y avait bien des contacts, des entrevues depuis l'été dernier, depuis la fin du Tour de France, visiblement une réunion un peu secrète entre Richard Plug, le manager de Jumbo-Visma, et Bacala, voire Lefevre à Genève, je pense. D'ailleurs en Suisse on y retourne François Pierre, pour les premiers contacts entre eux. Parce qu'il faut rappeler, je me précise d'abord aussi que du côté de la Jumbo-Visma, on perd aussi un des sponsors principaux de l'année prochaine. Bien sûr, donc c'était la raison pour laquelle il y avait cette approche et ces contacts a priori informels l'été dernier. C'est que Jumbo va s'en aller pour des raisons internes. On sait qu'ils vont stopper le sponsoring sportif
et que suite à des problèmes de blanchiment d'argent de la part du patron, donc on a changé de CEO et donc le sponsoring sportif ne fait plus partie de leur priorité, donc Plug est à la recherche de nouveaux partenariats et Soudal Quick-Step pouvait être celui-là. Tout s'est accéléré en fait fin septembre, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé et puis en fait ça arrive un peu avec un projet avorté quoi. Ouais, avant de revenir sur ce projet, moi je trouve que, parlons des faits aujourd'hui, donc a priori, la fusion n'aura pas lieu. J'ai envie de demander à Eric, est-ce que au niveau des supporters belges, on n'estime pas un peu que Patrick Lefevere a trahi un petit peu? J'avais l'impression de lire ça, alors sur les réseaux sociaux évidemment c'est pas la vérité, mais même moi j'ai le sentiment que la Quick-Step est tellement énorme en termes d'équipe, en termes de, ce qu'elle procure comme émotion depuis des années, que est-ce qu'il n'y a pas une trahison de Patrick Lefevere à aller vers Jumbo-Visma, qui en soi en plus était, une équipe néerlandaise. Comment ils l'ont senti les Belges à ce niveau? Non, j'emploierais pas ce mot-là, tout simplement parce qu'on a eu l'impression que certaines choses s'étaient passées, sinon dans le dos, du moins au-dessus de la tête de Patrick, qui, on l'a dit en début de podcast, possède un 5e départ de l'équipe, et donc le grand patron c'est quand même Bacala, avec lequel les relations sont correctes, mais selon certaines sources un petit peu plus tendues depuis quelques temps. En tout cas, ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde toujours. Et donc, ce projet-là concernait plutôt Bacala, qui est plus âgé que Patrick Lefevere et qui, lui, peut-être aussi avait envie de passer la main vraiment et de passer à autre chose en fin de carrière. Donc, Patrick, je pense, a peut-être un peu subi les choses. Ce n'est pas vraiment lui qui est à la manœuvre. Et on a senti, donc le mot trahison ne me semble pas approprié en pareil cas. D'autant plus que lorsque ça s'est accéléré, il a confirmé qu'il y avait eu des premiers contacts. Il était évidemment au courant. Je pense qu'il n'était pas dans l'ignorance laissée dans laquelle les coureurs étaient. Mais il a essayé de trouver une solution. D'ailleurs, BIS, quand il a vu que ça s'emballait, il a essayé de mettre sur pied dans les derniers jours une équipe entre guillemets BIS ou allégée, un peu light, pour les coureurs et les membres du staff, parce qu'il y est très attaché. Il est quand même, vous savez qu'il est quand même assez fidèle à ses directeurs sportifs, à ses mécanos, ses soigneurs, etc., qui collaborent parfois depuis presque 30 ans avec lui. Il a essayé de trouver une solution et de monter une équipe qui aurait récupéré la licence UCI laissée libre et de fonctionner, certes avec un budget plus léger, mais d'offrir de l'emploi à ces gens-là, si jamais la fusion se concrétisait. Donc la trahison, ce n'est pas vraiment le terme. Je pense que beaucoup de choses se sont passées au-dessus de la tête de Patrick, ou en tout cas son corps défendant, et que on sait qu'il a envie de passer la main tout doucement, mais je pense qu'il cherche vraiment la solution avec Bacala, la plus souple et la plus constructive possible, et pas dans un bain de sang social comme on a pu le lire parfois dans certains médias. Oui, parce que là on avait l'impression, à une autre échelle, de revivre ce qu'on a vécu il y a un an avec la BNB Hotel. En fait, c'est assez frappant de voir qu'un an après, on a failli revivre un peu la même histoire quand même, François-Pierre, non? Je vois ce que tu veux dire, Guillaume, mais oui et non. La BNB, en termes de coureurs, ils n'avaient pas les coureurs qu'ont la Quick-Step. J'ai pas d'inquiétude, moi, tu sais, au niveau des coureurs qu'il y avait, parce que ils sont tellement forts. Non, je te parle de la fin en queue de poisson, en fait, c'est un peu ça. La fin aussi, mais la fin de l'histoire, j'ai l'impression que Quick-Step, ça fait quelques années qu'on est en train d'assister à la fin. Quand tu vois un peu le recrutement qui a été fait, à chaque fois dire ce projet Remco Evenepoel qui a du mal à avancer. Je sais pas, t'as l'impression que Patrick Lefevere, il a du mal à, alors je sais pas, soit trouver son remplaçant, soit vraiment mettre en place la structure pour l'avenir. J'ai l'impression qu'à chaque fois ils prennent du retard, et là c'était un peu symptomatique de tout ça, parce que les coureurs étaient pas au courant. On a l'impression que on découvrait tout au fur et à mesure, un peu comme lui. J'avais l'impression, comme tu dis, alors c'est vrai, c'est intéressant de dire que Bacala au-dessus de lui un peu, c'est lui qui a la majorité des parts, donc évidemment c'est lui qui a la main, mais j'ai l'impression que ça a tout se fait, alors je vais pas dire au jour le jour, mais on a l'impression que c'est pas très bien préparé. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, l'avenir de la Quick-Step m'inquiète quand même, malgré tout. On est en fin de cycle, on est en fin de cycle, ça c'est clair. Et je pense que dans un an ou deux, on verra déjà où Remco sera, et ça conditionnera beaucoup de choses. Et dans 2 ans, a priori, il y a beaucoup de contrats qui se termineront aussi. Et donc Patrick devra avoir trouvé une solution d'ici là. Et probablement que le tremblement de terre qu'on vient de subir va fissurer pas mal de choses, et va faire peut-être avancer aussi le schmilblick, parce que ça traîne. C'est vrai qu'ils sont un petit peu ils traînaillent un petit peu à trouver une solution concrète. Il ne parvient pas à trouver le partenaire ou le successeur idéal, mais il faut quand même rappeler ici que visiblement c'est Jumbo qui l'a approché, et pas l'inverse. Ah oui.
Oui, c'est tout à fait ce qui a été dit. Mais à Jumbo, ça paraît logique par rapport à ce qu'ils veulent recruter, à l'équipe qu'ils veulent monter ensuite, par rapport aux ambitions qu'ils ont. Ils ont tout intérêt à aller voir la Quick Step, on va dire. Et c'est surtout que dans le timing, c'est la Jumbo Visma qui est plus demandeuse en fait que Quick Step dans le timing de recherche d'un sponsor. Tout à fait. Il leur reste 12 mois à gérer. Bon, on sait qu'ils ont aussi eu des approches. Apparemment, il y avait des investisseurs du Moyen-Orient qui étaient intéressés par Jumbo Visma. Et puis on a parlé d'Amazon. Vous l'avez lu ou entendu aussi dans ces négociations-là. Amazon qui finalement aurait reculé. Donc bon, c'est une des meilleures équipes du monde, sinon la meilleure. Et moi, ce qui m'interpelle, au-delà de l'avenir un petit peu incertain de Quick Step et de Soudal Quick Step, parce qu'il ne faut pas négliger l'importance de Soudal, qui est un gros sponsor qui a quitté la loterie nationale belge il y a quelques temps pour glisser vers l'équipe de Patrick Lefebvre et qui n'a pas voulu se laisser marcher sur les pieds et être un second sponsor dans ce projet-là. Et c'est probablement aussi un des éléments une des pierres d'achoppement. Donc Soudal est un sponsor important qui veut durer et compter dans le cyclisme de demain, mais ça pose quand même des questions lourdes de sens sur la fragilité économique du milieu. On est là en présence de 2 des 3-4 meilleures équipes du monde et elles sont peut-être obligées de s'adosser ou de collaborer pour continuer à bien vivre au sommet de la hiérarchie. C'est un peu interpellant malgré tout quand on voit le nombre de victoires que ces 2 équipes-là comptabilisent, de devoir gratouiller comme ça les budgets, essayer de convaincre pour s'assurer un avenir. Moi je trouve ça inquiétant. Et d'ailleurs Eric, petite question, est-ce que c'était une réelle possibilité cette fusion, ou en tout cas cette absorption de la Soudal Quick Step par la Jumbo, ou est-ce que c'était un écran de fumée? Parce qu'on sait que Patrick Lefebvre, c'est quand même un tacticien hors pair. Est-ce que c'est pas une tactique de sa part pour secouer un peu le cocotier et derrière réveiller peut-être 1 ou 2 sponsors pour venir investir dans son équipe? Le mage, comme il est présenté en Belgique, effectivement a souvent un coup d'avance. Ici, j'ai vraiment l'impression, comme vous deux sans doute, qu'il a été un peu dépassé par les événements et que, je vous dis tout à l'heure, c'est pas vraiment lui qui a laissé filtrer ce genre d'infos. Il avait déjà démenti, pas démenti, mais il avait freiné des cas de fer quand on avait parlé d'un rachat par un investisseur américain l'été dernier. Parce que c'est plutôt côté néerlandais que ça a fuité. Oui, effectivement. C'est de ce côté-là. Donc je pense que c'est plutôt été orchestré du côté néerlandais et non pas chez nous, parce qu'ici il se serait exposé, me semble-t-il, si c'était pour faire bouger les choses. C'est peut-être une conséquence heureuse de tout ce qui vient de se passer. Peut-être que ça va effectivement bouger dans le bon sens, on peut le souhaiter, pour toutes les dizaines de familles qui travaillent dans ces équipes-là. Mais je pense pas que c'était son intention, parce que ça a créé vraiment un vif émoi. Les coureurs ne savaient plus à quel sens jouer. Il y avait beaucoup d'inquiétudes dans le personnel, une inquiétude renforcée par exemple par le fait, vous avez parlé d'une lettre de licenciement qui heureusement n'est jamais arrivée, mais on en a parlé pendant plusieurs jours. Il y avait un team building 2024 entre guillemets qui était déjà programmé il y a quelques jours, début octobre. Il a été annulé, donc ça ne faisait que renforcer cette inquiétude et ce halo de mystère. Donc ça, ce sont des soucis dont Patrick Lefebvre se serait volontiers passé. Je ne pense pas qu'il se serait exposé à ce genre de problème en distillant savamment quelques infos pour faire bouger les choses. Je ne lui prête pas cette intention-là, et dans les médias belges et néerlandophones surtout, ils sont très attentifs aux moindres faits et gestes et commentaires. Ça n'a pas été ressenti comme cela. C'était vraiment une approche Jumbo Visma, qui pouvait peut-être correspondre à un momentum de Soudal Quick Step qui est effectivement en fin de cycle et en recherche d'avenir. Justement, Bacala, alors on en est où dans cette histoire? Parce j'avais cru lire que 2-3 fois qu'il avait déjà annoncé son départ pour 2025. On en est où dans cette affaire? Est-ce que Bacala va rester plus longtemps que prévu? Est-ce que ça y est, il dit bon, là, faut qu'on trouve vraiment quelque chose? Ça en est où là, cette affaire? A priori, c'est vrai que lui aussi commence tout doucement à penser après. Je pense qu'il est, je n'ai pas son âge exact, mais je pense qu'il a plus de 70 ans. Oui, il approche même peut-être les 80. Il n'a pas besoin, en fait. Ce que Patrick Lefebvre rappelle souvent, c'est qu'il n'a
c'est une passion pour lui. C'est un projet de 15-20 ans, dans un partenariat avec Lefebvre et avec d'autres structures, de petites structures commerciales, entre guillemets, belges. Et donc, c'est un mania qui est très riche. Il ne recherche pas le profit à travers ça ou une notoriété, il est resté toujours discret. Donc, continuer 1 an ou 2 ou 3 ans, pour lui, ça ne change pas grand-chose à sa fortune personnelle, à sa notoriété, à ses activités. Donc c'est vraiment, je pense, il y a un côté affectif, un investissement dans un projet qu'il porte depuis longtemps. Donc effectivement, normalement, je pense qu'il y a encore 2 ans de partenariat qui sont prévus, programmés. Et dans ces 2 années-là, ils vont probablement essayer de trouver la meilleure solution parce que ce sont l'un et l'autre, Bacala et Lefebvre, des managers qui sont dans la toute dernière séquence de leur carrière et qui veulent passer la main dans de bonnes conditions. Mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'extrême urgence. Il n'est pas en train, je pense, d'essayer de se défaire au plus vite parce qu'il serait poussé par des impératifs économiques. Absolument pas. Apparemment, sa richesse personnelle lui permet de gérer son agenda. Et est-ce que les résultats, ça a un impact ou pas? Excuse-moi Guillaume. Est-ce que les résultats en ce moment, ça a un impact parce qu'on sait que la Quick Step, au niveau des résultats, même si Remco Evenepoel reste très fort et a fait une brillante saison malgré tout, malgré les échecs qu'il a pu avoir, le reste était plus compliqué, les Flandriennes notamment. Est-ce que ça a un impact aussi dans on va dire, comment ça se passe avec la relation Lefebvre et Bacala ou pas du tout? Alors justement, Eric, avant de te laisser répondre, je rebondis parce que c'est la question que je voulais poser d'ailleurs François-Pierre, tu vois comme quoi on se rejoint sur ça. Et d'ailleurs rajouter une chose, c'est que il y a quelques temps, quand Soudal est arrivé pour se greffer à Quick-Step, Patrick Lefebvre avait perdu, donc c'était De Koninck qui était parti avec la Alpecin, l'équipe de Van Der Poel, et aujourd'hui on a une équipe, on a l'impression, Alpecin De Koninck, qui est aujourd'hui beaucoup plus prolifique que la Soudal Quick-Step, donc on a une seule Quick-Step un peu en perte de vitesse aussi. C'est un peu la question, tu vois François-Pierre, je te rejoins sur la question. On peut sans doute ressentir ça. En même temps, Patrick ressort les chiffres, ils ont plus de 50 victoires de nouveau, donc ça fait ils sont recordmen des victoires régulièrement depuis 6-7 ans, et donc ils ont encore dépassé le cap des 50 victoires dans tous les types de courses et sur tous les continents, donc ça reste quand même par une quinzaine de coureurs différents, donc voilà, leur bilan collectif, simplement sur base des chiffres, reste quand même très très bon, et donc dans la lignée des années précédentes. Et il le rappelle à l'envi, nous avons plus de 50 victoires, ça compte. Et dans la semaine qui a suivi les premiers échos inquiétants de fusion, on a vu des coureurs comme Merlier, comme Badjoli gagner sur d'autres terrains et vraiment démontrer que le Wolfpack, ça reste quelque chose de significatif dans le peloton. Et deuxième chose, c'est vrai que depuis 2-3 ans, ils sont beaucoup plus discrets sur les classiques flandriennes surtout, qui faisaient leur fonds de commerce, leur ADN, la raison d'être depuis Mapei et les débuts Quick-Step au début du siècle. Ça, ok, mais depuis 2-3 ans, et l'arrivée de Remco Evenepoel, brutale et éblouissante, Patrick et le staff travaillent à la mue de l'équipe nécessaire et pas assez rapide aux yeux de Remco, ou en tout cas de son entourage. Vous avez lu les commentaires de son papa au moment des choses. Oui, même des supporters aussi. Quand on voit le recrutement, c'est très compliqué quand on veut gagner un grand tour. En tout cas, le grand tour qu'on a compris, le Tour de France, c'est... je veux dire, quand on voit l'équipe, c'est compliqué quand même. On rappelle que Mikel Landa arrive. Seulement, pour l'instant. Alors, on n'a pas les autres pour l'instant. Oui, tout à fait. Ce n'est pas super impressionnant. En même temps, c'est une réalité économique. Cela reste une équipe essentiellement belge, donc le marché est étroit. Donc, ce n'est pas forcément simple de convaincre des partenaires d'envergure internationale. Je prends juste un exemple. Lidl Trek est une équipe qui a beaucoup bougé sur le mercato. Vous allez en parler, je pense, dans tout à l'heure. Ouais. Qui était très active, qui développe un projet européen mondial avec une base américaine. Donc voilà, c'est un projet qui a du souffle et de l'ambition. Lidl a été partenaire de Quick-Step, et c'était Lidl Belgique Pays-Bas. Et donc quand Patrick a vu arriver Lidl international aux côtés de Trek, c'est une blessure. C'est quelque chose de moche, parce que c'est un sponsor qu'il aurait voulu convaincre à cette dimension-là. Mais malheureusement, souvent, ce sont des partenaires, on trouve chez Quick-Step des partenaires flamands, belges, ou du Benelux, et parfois un peu européens, mais
il n'y a rien à faire, le marché belge est quand même assez étriqué, et donc c'est une réalité économique à laquelle sont des murs qu'on ne parvient pas tout à fait à abattre ou à surmonter. Ça, c'est clair. Donc, mais il travaille, certes pas assez vite, à la mue de l'équipe pour rencontrer son dernier rêve. Il a toujours cette phrase, Patrick, sur mon épitaphe, j'aimerais qu'on me dise parfois, à tout gagner, malheureusement pas un grand tour, mais j'aimerais qu'on la gomme, ça. Ouais. Et il y est arrivé avec la Vuelta. Maintenant, le dernier stade, c'est le Tour de France avec Remco Evenepoel. Il y arrivera peut-être. Il y a effectivement un recrutement progressif qui est assez timide. On va dire Landa, ce sera sans doute un bon transfert compte tenu de la Vuelta qui vient encore de disputer. D'autres auraient voulu, et Remco en premier, sans doute 2-3 grimpeurs de plus, mais à partir du moment où on sait qu'ils cherchent des grimpeurs, et ça fait 6 mois qu'ils cherchent au moins, ou 1 an, les managers le savent, les coureurs le savent, donc forcément les prix grimpent de manière artificielle, et donc pour lui ce n'est pas possible de s'aligner sur des prix que Ineos, Emirates, voire d'autres sont capables de payer pour d'excellents lieutenants à la Yates chez Emirates, quoi. Les prix sont artificiellement gonflés parce qu'on sait qu'ils cherchent, et là il touche à certaines limites. Ça, c'était Après, moi, je rejoins. J'allais dire, Guillaume, moi, je te rejoins, Eric, tout à fait sur ce que tu dis au niveau financier. Après, là, ce que je reproche un peu à Patrick Lefevere, c'est aussi le manque d'anticipation chez les jeunes. Quick-Step a toujours eu cette chance, ou en tout cas ce flair-là, d'avoir les bons coureurs au bon moment. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas encore percé, il le paye moins cher. Après, il pouvait le prolonger par rapport à son statut. Je pense par exemple à Julien Lafilippe, qui est l'un des plus bels exemples. Mais ils avaient toujours ce côté-là, que ce soit côté belge, français aussi. Et je trouve qu'il y avait moyen de faire ça les années précédentes. Et ils ont raté ce virage-là. Typiquement, je prends un exemple, même si c'est peut-être le mauvais, mais c'est Romain Grégoire. La Quick-Step, oui, peut-être était dessus, mais c'est un coureur, il y a quelques années, je pense qu'il aurait pu aller là-bas. Et on voit qu'ils ont fait un recrutement. Là, on voit le jeune Antoine Huby qui part de la Total. Pendant quelques années, c'est quelqu'un de très prometteur. On verra ce qu'il va donner. Mais je trouve qu'il a manqué ça les 2 dernières années. Et ce qui aurait pu servir pour Remco Evenepoel l'année prochaine, par exemple. Un coureur, un jeune grimpeur prometteur, pouvait arriver, se faire les dents chez la Quick-Step, ce qui est quand même pas rien quand on se fait les dents ailleurs, mais Quick-Step, ça fait toujours une très bonne équipe formatrice. Là, je trouve que c'est là où il y a eu une manque d'anticipation. Et effectivement, financièrement, aujourd'hui, on peut plus jouer dans la même cour que le UAE. Quand on voit l'équipe qu'ils ont, c'est indécent. Alors, justement, je rebondis dessus. On sait que la Quick-Step, historiquement, n'a jamais prolongé des coureurs qui souhaitaient des sommes, des contrats exorbitants et des salaires exorbitants. On savait que, on peut prendre l'exemple des Gaviria et des Viviani à l'époque, lorsque il y avait des équipes qui, des équipes qui proposaient des salaires bien supérieurs à ce qu'avait proposé la Quick-Step à leurs coureurs, mais les coureurs partaient. Et en fait, la star était toujours l'équipe avant l'individualité. Même si, forcément, quand tu gagnes, tu mets en avant les individualités. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on propose à des coureurs de plus en plus jeunes, des salaires de plus en plus énormes, des contrats de plus en plus énormes. On pense au contrat de Juan Ayuso chez UAE, qui est un grimpeur. On pense au contrat du jeune belge Huy de Broek chez Bora. Mais par exemple, Huy de Broek, comment ça se fait qu'il va à la Bora? C'est pas normal. Par exemple. Quand t'es la Quick-Step, je sais pas ce qu'on pense, Eric, c'est pas normal de voir un Huy de Broek qui perce à la Bora. Oui, Huy de Broek, il est de ma région, donc c'est clair, il avait été repéré assez très jeune par la Bora. Ça peut être un loupé de Patrick Lefevere et de sa structure, de l'Auto aussi, qui est quand même une équipe traditionnelle chez nous, qui recrute, qui se sert avant tout dans le vivier belge. Donc il y en a. Patrick a déjà dit, vous parliez de ses capacités autrefois à anticiper, à sentir les coups. Il a quand même avec l'aide d'Axel Merckx, il a vite fait passer Remco Evenepoel et c'est chez lui qu'il est allé et pas ailleurs. Il a quand même je pense, été chercher à Lafilippe là où d'autres ne croyaient pas du tout en lui et le marché français ne s'ouvrait pas à Julien. Donc il a quand même encore ces dernières années quelques coups réussis. Alors il y en a qui ont été manqués, il l'a toujours dit, il a plus ou moins loupé Sagan, même s'il ne correspondait pas à l'époque à ce qu'il souhaitait. Il a toujours regretté de ne pas avoir été chercher Philippe Gilbert plus tôt, mais il l'a récupéré en fin de carrière et lui a offert de super classiques et une dernière séquence de carrière extra. Donc effectivement, il a un réseau de scouts qui épluche
à commencer par lui parce que c'est un passionné, les résultats des jeunes, et on sait que c'est de plus en plus tôt. La catégorie espoir quelque part devient un peu vide de sens pour beaucoup, et c'est chez les juniors aujourd'hui qu'on va chercher les meilleurs et qu'on va les mettre sous contrat. Donc il y a peut-être eu effectivement pendant quelques années, un peu 3-4 ans, un peu aveuglé peut-être par la réussite de Remco. Il a fallu aller chercher chez les juniors, escamoter la catégorie espoir, convaincre Axel Merckx de ne pas l'utiliser pendant un an en formation-développement, mais tout de suite le faire basculer, accompagner son développement hyper rapide. Tout ça a pris beaucoup d'énergie, de temps et d'argent aussi. Ça a conditionné, ça change un peu la nature de l'équipe, et probablement qu'il s'est peut-être un peu éloigné de la base et d'un réseau qui lui avait permis d'aller chercher quelques pépites. Je ne serais peut-être pas aussi sévère, parce que c'est vrai qu'il y a je veux dire, il reste parmi... Allez, Marc Madiot chez vous a aussi le nez pour aller chercher des jeunes un peu partout, y compris dans les pays étrangers, qui vont avoir du potentiel et grandir. Et Lefebvre reste quand même quelqu'un qui a l'œil et le nez. Mais voilà, l'équipe lui échappe peut-être un petit peu. Il a aussi eu quelques déceptions, c'est-à-dire que aujourd'hui, des juniors ont déjà des managers, donc on demande des prix de dingue pour des jeunes qui n'ont encore rien prouvé. Et donc aussi, on vient les chercher tout de suite en leur donnant des contrats alors qu'ils sont sous contrat, ils terminent leur contrat de formation quelque part chez Quick-Step. Ils étaient dans une équipe développement qu'ils avaient créée, et puis on vient les chercher et bam, ils partent ailleurs pour des sommes sur lesquelles Quick-Step ne sait pas s'aligner. Donc évidemment ça décourage un petit peu d'investir dans la formation, dans le recrutement, dans le scouting, et il s'en est peut-être un peu éloigné. Là je suis un peu d'accord avec vous, mais il vient quand même de réussir quelques coups ces dernières années avec quelques grands coureurs mondiaux. Ouais, ça je conteste pas, et tu as tout à fait raison de le rappeler. Moi ce que je contestais plus, c'est surtout dans les équipiers. Tu vois, c'est pas forcément les pépites qui vont devenir des monstres, mais par exemple, prenons l'exemple de la Groupama FDJ, je pense à un coureur comme Lewis Heskey, qui, alors je ne sais pas ce qu'il va devenir plus tard, mais qui est un très bon équipier pour Stéphane Kung sur les Flandriennes, qui l'aide énormément. Et c'est là où je trouve très intéressant, c'est que c'est un équipier qui est au-dessus de la moyenne, dans le sens où on sent qu'il a quelque chose, je sais pas jusqu'où il ira, mais à la Quick-Step il manque ça, ils ont des top coureurs, mais il manque un peu ce palier en dessous du coureur prometteur qui peut aider, filer des coups de main, et qui après se retire dans les 50 derniers kilomètres quand la bagarre commence. C'est ce qui manque aujourd'hui, j'ai l'impression, à la Quick-Step. T'as Yann Van Wilder avec une petite réserve, parce que compte tenu de la modification de l'ADN de l'équipe, donc un peu plus vers les tours d'une semaine et les grands tours, dans la foulée de Remco, tu as Ilan Van Wilder, qui est vraiment pas le clone de Remco, parce qu'il a certainement un peu moins de talent, mais il vient encore de démontrer autour d'Allemagne notamment et en Italie qu'il a un vrai talent, un vrai potentiel. C'est un petit coureur rablé, teigneux, bon grimpeur, bon rouleur comme Remco. Ils sont brabançons tous les deux, ils se connaissent, ils sont de la même génération. C'est un coureur qui aspire à être plus qu'un équipier de luxe, et donc il peut être leader aussi de rechange sur certaines épreuves. Donc bon, voilà, là c'est un exemple, et c'est un jeune. Il a 22 ou 23 ans aussi. C'est un relais d'Evenepoel, et là il a réussi à le convaincre de rester dans les parages de Remco encore un peu de temps, alors qu'il a besoin de liberté et d'espace d'expression. Mais il a dit non, encore reste avec nous, reste avec Remco, reste avec notre projet. Il était d'ailleurs, Ilan Van Wilder, un des plus inquiets et un des plus frustrés quand il a vu sortir les informations de fusion en disant c'est bullshit, qu'est-ce que c'est que ça. Il était vraiment fâché. Il l'a montré sur le vélo, on a gagné en Italie, mais c'est quelqu'un de prometteur qui est, à mon avis, dans le profil que tu viens de décrire. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Et il a quelques lieutenants comme ça, un peu plus âgés, comme Louis Vervac aussi, qui sont des coureurs fiables dans les parages de Remco. Mais l'ADN de l'équipe est en train de changer, ça c'est clair, on ne reviendra pas là-dessus. Il ne faut pas s'attendre à avoir des gros transferts pour de nouveau gagner le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Ça ne sera pas une priorité, parce que budgétairement il faut faire des choix, et le choix c'est d'épauler Remco, point. J'ai une dernière question pour Eric, Guillaume. Allez, vas-y, on termine. Juste, ouais, exactement. Dernière question, c'est juste en termes d'optimisme ou de pessimisme. Est-ce qu'en 2025, on aura à nouveau l'équipe Jumbo-Visma et Quick-Step, ou est-ce que tu penses que les deux, on les verra plus, ce sera d'autres sponsors ou... Ah non, moi je pense qu'effectivement, en 2025, oui, pardon. Ouais. On verra toujours Soudal avec Quick-Step, parce que Quick-Step reste... Quick-Step est déjà passé parfois au 3e rang, au 2e rang, ils naviguent, ils sont vraiment très liés, je pense, à tout le projet, donc ils seront toujours là. Et Soudal est là au moins jusqu'en 2026, donc je pense qu'ils vont tout faire pour
pour mener à bien le projet Evenepoel Grand Tour de France. Il faudra plus tarder parce que je suis pas sûr que dans 2 ans, par contre, Remco sera encore dans la structure. Hein, il sera vite à l'étroit. Et Jumbo, enfin Visma, je pense, va trouver parce que aux Pays-Bas, ça reste une structure. Déjà, c'est une structure multisport. Faut jamais l'oublier, et c'est une structure de technologie et de points. C'est un projet, bon, ils ont voulu vraiment faire table rase après Rabobank et tout ce qu'on a connu. Ils ont grandi, il faut dire, de manière assez linéaire, hein, même si aujourd'hui ils ont l'impression ils donnent l'impression d'écraser le milieu du cyclisme. Leur progression a été symbolisée par Roglic quelque part d'année en année, mais ils sont aussi par exemple très présents dans le patinage de vitesse, qui est une institution aux Pays-Bas. Donc, je veux dire, c'est plus que une équipe qui est présente quelques années dans le vélo et puis qui disparaîtrait parce que les sponsors en ont assez ou ont atteint leurs objectifs. Il y a derrière ça, je pense, Plug, qui est un homme d'affaires mais un ancien journaliste aussi. Il y a une philosophie, il y a quelque chose il y a un fil conducteur. Et je crois qu'ils vont rester accrochés à ce fil encore quelques temps. Donc, je suis pas optimiste pour le modèle économique. Je vous l'ai dit plusieurs fois, sorry de me répéter. Je ne comprends pas comment ce modèle n'a pas évolué ces dernières années. Il reste aussi fragile. Mais je crois que ces 2 équipes-là vont dessiner leur avenir encore. Mais c'est surtout toujours des plus 2 ans, plus 3 ans. Et puis on avance comme ça, quoi. Un peu à l'ancienne, malheureusement. Eric Clovio, journaliste pour le groupe Russell Sport en Belgique, Sud Info le soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. C'est vraiment chouette de partager la passion du sport et du cyclisme avec vous. Et on sent que vous avez d'autres interrogations que nous ici. On est focalisé en Belgique sur ce qui vient de se passer. Vous avez un regard plus large et donc c'est enrichissant. C'est chouette. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.